Bonjour à toutes et tous, bonsoir. Bienvenue à cette conférence du Master 239-293, élaborée en partenariat avec l'Institut de la condition animale, ici représenté par Simon Normal. Nous avons la chance de vous accueillir aujourd'hui, donc merci beaucoup et bienvenue à l'Université de Paris. Nous allons discuter en cette fin d'après-midi de la réconciliation entre écologie et animalisme, et puis nous reviendrons un peu plus en détail sur ces concepts et cette problématique dans un instant. Mais avant cela, je voudrais vous faire part très rapidement de mon rapport aux questions animales, et vous allez le voir à l'image de la problématique qu'on soulève cet après-midi. J'ai beau être ce qu'on appelle une grande écolo, c'est un thème que je connais très mal. Pendant longtemps, peut-être que c'était le cas pour vous aussi, mais l'imaginaire que j'avais des enjeux animaliers, c'était ces photos d'un ours polaire tout seul sur la banquise. Je ne sais pas si vous voyez ces photos des campagnes des grandes ONG comme Greenpeace ou WWF. Et ben, je pense que cet imaginaire que j'avais, c'est assez révélateur de ce que les humains font plus l'écho dans le débat public, en tout cas du moins il y a quelques années, c'est un côté plus jeune. Et puis en terminale, j'ai eu un camarade de classe qui, à chaque cours de philosophie, notamment quand on parlait des sujets sur la conscience, n'hésitait pas un instant à lancer le débat. À force d'arguments travaillés et super pertinents, il défendait la sensibilité et les intérêts des animaux d'une manière qui m'a toujours impressionnée. Et c'est sûrement ma première confrontation au débat porté par le parti animaliste, ou du moins celle qui m'a le plus marquée, et c'est celle de nos un plus fort. Et puis peu après, dans l'été qui a suivi ma terminale, j'ai eu la chance de faire un voyage au Bénin, et j'ai découvert l'animisme. Alors je ne dis pas qu'on doit tous se convertir à l'animisme, mais du moins ça m'a permis de prendre conscience de notre rapport très occidental à la nature, aux animaux, que c'est quelque chose de, que ce rapport est contingent, c'est pas le seul qui existe, c'est pas le meilleur, il n'est pas unique. Et donc de remettre un peu en perspective ce rapport voilà, qu'on a à la nature, en tout cas que j'avais en tant que personne qui est née à Paris et grandie en région parisienne, en France. Voilà, et que à certains autres endroits ailleurs, la nature n'est pas forcément considérée comme un objet au service de l'humanité qui répond à ses envies, à son bien-être et autres. Et puis au-delà de mes expériences personnelles, il y en a certains qui se souviendront peut-être de ces jolies affiches à la couleur violette si reconnaissables, de ces chiens, de ces chats adorables qui sont candidats aux élections. J'étais la première à m'étonner de voir un parti politique qui faisait de la cause animale sa raison d'être et de les voir mener cette compétition si propre à l'humanité qu'est la politique. Alors, pourquoi le faire? Pourquoi ces sujets concernent-ils non pas seulement une petite population amoureuse de la nature à la marge de la société, mais bien toute la société? Pourquoi est-ce que c'est un sujet de société? Pourquoi réconcilier cet animalisme avec l'écologie? Vous allez tous me dire que vous aimez les animaux, ou du moins vous les respectez. Moi, personnellement, je ne suis pas la personne la plus sereine au contact des animaux, mais je les respecte profondément. Euh, je crois également pouvoir affirmer devant cette assemblée que tout le monde souhaiterait vivre dans une société plus éthique, plus respectueuse, plus responsable, que ce soit au sein de l'humanité, entre hommes et femmes, ou entre toutes ces personnes avec des profils si divers, mais aussi par rapport aux êtres vivants, quels qu'ils soient. Et pourtant, on parle très rarement des animaux. Notamment dans notre formation qui est spécialisée dans ces enjeux-là, dans les questions de développement durable, d'écologie. Euh, alors oui, on cherche à diminuer notre quantité de protéines animales dans notre alimentation, mais souvent c'est pour réduire notre empreinte CO2. Du moins, c'est le principal argument avancé dans la plupart des cas. Oui, on parle de plus en plus de biodiversité, et encore, mais quand on parle d'animaux au sein de ces sujets-là, c'est souvent un impact parmi d'autres. On ne parle pas vraiment de la sensibilité des animaux. Donc, dans le monde que nous envisageons, les sociétés que nous réinventons, les animaux sont en réalité très peu évoqués. Et plus qu'une question de valeur ou de conviction, je suis persuadée que vous n'avez pas le mal de tous ces animaux, de tous ces êtres vivants, mais bien, c'est une question philosophique, morale et éthique. Une question qui n'apparaît que trop peu dans tous ces discours écologiques que nous entendons au quotidien. Donc il s'agit aujourd'hui de laisser tomber Descartes et de cesser de se penser comme maître et possesseur de la nature, et de se poser la question de comment est-ce que nous pouvons nous réconcilier avec la nature
sans se réinterroger ce rapport aux animaux. Donc nous avons 1h30 sur ce sujet et je vais laisser la parole à Monsieur Norman et à Lilian, pardon, et puis qui va rythmer la conférence avec des questions. Et à la fin, vous aurez l'occasion de poser vos propres questions, de vous exprimer, d'exprimer vos remarques, vos doutes, vos interrogations, tout ce que vous voulez. Donc n'hésitez pas à noter au fur et à mesure pour pouvoir nourrir ce temps d'échange final. Et puis j'en profite pour prévenir à tout le monde que nous avons des caméras, que c'est filmé et enregistré. Donc si vous ne prenez pas la parole ou vous ne vous entendez pas, donc pas de panique. Mais ne vous privez pas de poser les questions que vous avez. L'endroit des voisins, si jamais vous ne voulez pas apparaître dans l'enregistrement, peut-être que ce voisin, lui, ça ne le dérangerait pas. Donc surtout, ne vous privez pas. Et très bonne conférence. Merci beaucoup Tiffany de nous avoir mis dans le grand bain avec cette superbe introduction. On ne va pas rester les stars, ça va être Simon la star de ce soir. Donc on va peut-être te demander de t'introduire, ton parcours professionnel, universitaire, peut-être associatif, tes engagements. Donc si tu le veux bien, je te laisse la parole. Alors ça marche. Merci beaucoup de m'avoir invité. Et c'était une introduction vraiment très intéressante. Il y a beaucoup de points, je pense, sur lesquels je reviendrai, avec lesquels je suis d'accord, évidemment. Mais il y a aussi des points assez intéressants sur, justement, on voit que la conception de la cause animale vient quand même déjà d'un prisme écologique. Sur certains termes, justement, on en parlera notamment sur le thème du vivant, qui est un terme très intéressant à analyser. Du coup, donc, pour me présenter, je m'appelle Simon Norman, j'ai 29 ans. Donc, pour dire brièvement, j'ai fait des études. Si vous voulez, on en parlera peut-être à la fin. Moi, je me suis beaucoup interrogé sur que faire de ma vie. Ça fait pas si longtemps que ça que j'ai arrêté mes études. Et en les arrêtant, j'ai fait des études de droit et de Sciences Po à Sciences Po. Et en les arrêtant, j'ai une sorte de crise existentielle. Je disais que je préparais l'ENA, en fait, je ne faisais pas grand-chose. Ça a duré comme ça quasiment un an, c'était en 2020, c'était pendant le Covid. Et je suis devenu éboueur ensuite, pendant un an. Puis chef d'éboueur. Donc strictement rien à voir avec l'ENA, strictement rien à voir avec Sciences Po. Rien à voir non plus avec les animaux, quoique on peut faire des liens. Et à côté, sur mon temps personnel, en revanche, je me suis beaucoup impliqué pour la cause animale, mais c'est une implication bénévole et à côté des études et de mon travail. Et ça remonte depuis une dizaine d'années environ. Je me suis même demandé comment est-ce que je suis devenu sensible à la cause. Oui, c'est la question d'après, ok. Bon, je ne réponds pas encore là. Mais donc, mon engagement bénévole depuis un certain nombre d'années, ça a d'abord été de créer une structure qui s'appelle Cœur d'Artichaut, qui fait des maraudes végétales pour les SDF, avec l'idée d'entrer en contact avec les sans-abri, surtout de discuter avec eux. Le côté distribuer la nourriture, en fait, est assez secondaire, surtout rentrer en rencontre avec eux pendant 30 minutes, 1 heure, s'asseoir par terre, parler avec eux, en distribuant la nourriture végétale, sans nuire aux animaux. Et je me suis engagé pour le parti animaliste, qui est donc un parti monothématique, c'est-à-dire qui se focalise sur la défense des animaux, et transpartisan, c'est-à-dire qui ne se revendique pas de gauche ou de droite, même si on peut être de gauche ou de droite, mais à l'intérieur, mais ne se revendique pas de gauche ou de droite, pour ne pas que la cause animale soit prise en otage par un camp. Même si évidemment on pense à des cohérences animalistes, de gauche comme de droite, si vous voulez je pourrais en parler, ça fait partie des sujets que j'ai pas mal travaillé. Et au sein du parti animaliste, j'ai créé l'association de jeunesse de ce parti qui s'appelle le Campus Animaliste. Avec lequel on a fait pas mal d'activités. On a fait par exemple un concours de plaidoirie pour les animaux. Avec l'idée donc de chaque année faire un endroit, créer un lieu, un moment où des personnes peuvent défendre les animaux, les représenter, parler en leur nom. Parce que ça fait partie des choses fondamentales de la cause animale qui sont très souvent, qui font que c'est une cause très spécifique. C'est qu'on parle d'une population, on parle d'êtres sensibles, conscients, qui ne peuvent pas se défendre eux-mêmes. Et donc il y a un enjeu fondamental qui est comment est-ce qu'on défend des êtres qui, à l'échelle politique, donc à l'échelle de la société, à l'échelle du verbal, ne peuvent pas se défendre. Et donc le concours de plaidoirie, ça rentre là-dedans. Et il y a un an, j'ai créé avec une amie l'Institut de la condition animale, dont l'objectif est de faire en sorte de diffuser une culture pro-animaux, à la fois dans la sphère économique et dans la sphère académique. C'est encore une association en création, enfin c'est le début. Et notre objectif notamment, c'est de développer un certain nombre de concours, par exemple de faire des hackathons sur les protéines végétales, de faire des concours photos sur les animaux, enfin, essayer le plus possible de faire en sorte que les gens plutôt jeunes puissent montrer leurs compétences en agissant pour les animaux. Voilà. Super, merci. J'ai une question super intéressante qui vient de m'arriver. Comment tu es rentré dans ce monde de l'animalisme et quel a été ton premier rapport avec les animaux? Comment tu réfléchis à cette question?
Alors, c'était il y a du coup une dizaine d'années, et alors moi j'étais un très très gros consommateur de viande avant, j'étais plutôt sensible aux animaux, j'avais des animaux de compagnie, j'avais un chien, j'avais des rats, ce qui est assez rare, mais c'est très très bons animaux de compagnie, hein, très intelligents. Mais je mangeais de la viande, mais dans des quantités très élevées. Et c'était une émission, même pas une émission d'abattoir. Bon, ça vaut mieux honnêtement que. Non, mais justement, derrière l'image qu'on voyait, c'est l'image du concours de Playboy, qui est un discours impolitique. Et donc, c'était une émission que j'avais regardée qui n'était pas une émission d'abattoir, mais une émission où juste quelqu'un parlait des animaux qu'il avait connus dans sa jeunesse, quand il était dans le Nord, quand il était en réalité. Ça s'appelle Francis Gisbert, si vous le connaissez, c'est un éditorialiste, plutôt centre-droit, libéral, rien de grave des animaux a priori. Mais il avait écrit un livre qui s'appelle L'animal est une personne. Et tout au long en fait, de cet entretien, je me suis dit, mais pourquoi je les vends? En fait, d'un seul coup, je les ai vus comme des êtres à part entière qui sont laissés dans l'ombre des abattoirs, dans l'ombre des élevages intensifs. Et en fait, on n'est pas obligé de les manger. Voilà. Et du coup, je me suis dit ça, et ensuite, mon engagement s'est développé les années qui ont suivi. Alors, au cours de notre recherche, on a fait cette conférence, on est tombé sur les notions d'antispécisme, d'animalisme et de sentience. Est-ce que tu pourrais nous les définir, donner les nuances qu'il y a entre ces différentes notions? Oui, alors l'animalisme, c'est peut-être le concept le plus basique. Et animaliste, la personne qui considère qu'il faut significativement améliorer la condition des animaux. Voilà. Qu'il faut les défendre, que ça a du sens de s'engager spécifiquement pour les animaux en tant que tels. L'antispécisme, c'est une conception philosophique plus complexe. Souvent, on entend des choses assez erronées sur l'antispécisme. On entend dire que est antispéciste, on est antispéciste si on considère que toutes les espèces se valent, que tout se vaut, et qu'un humain vaut un cochon, qui vaut une souris, qui vaut un moustique. C'est pas le cas du tout. L'antispécisme, c'est pas dire que tout est égal. L'antispécisme, c'est de dire que l'espèce en soi, simplement mentionner l'espèce, ne doit pas être un critère de discrimination morale. Pour donner un exemple très basique, les cochons et les chiens sont des animaux en fait extrêmement similaires sur plein d'aspects. Ils ont une intelligence similaire, ils ont une sensibilité similaire, ils ont une sociabilité similaire. Et bien on les traite extrêmement différemment les uns des autres, parce que dans un cas on les utilise pour se nourrir, les cochons, dans l'autre cas on les utilise pour en avoir des animaux de compagnie. Et donc on est antispéciste à partir du moment où on considère que l'espèce en soi n'est pas un critère, et qu'il faut donc chercher d'autres critères pour faire des différences de traitement. Et le critère fondamental à aller puiser pour faire des différences de traitement moralement, c'est toujours une perception morale. C'est se demander qu'est-ce qui est bon, en quoi l'acte que je vais pouvoir faire sera moral ou non. Le critère fondamental des antispécistes, c'est le concept de sentience. Donc le concept de sentience, en réalité, c'est assez similaire des notions de sensibilité ou de conscience. Il y a une marge d'écart, c'est typiquement la conscience, c'est un concept un peu plus maximaliste. Par exemple, on peut dire qu'on est conscient de soi, on peut être sentient sans être conscient de soi. La sensibilité, à l'inverse, il y a énormément. Les individus strictement conscients, avec une réflexion sur eux-mêmes, c'est assez rare. C'est beaucoup des humains, peut-être quelques grands mammifères, etc. La sensibilité, c'est à l'inverse un concept qui concerne beaucoup plus de choses. On peut dire qu'un téléphone est sensible, qui réagit à une stimulation. L'idée de sentience, pour ça que le concept a été créé, c'est un peu un mélange entre sensibilité et conscience, c'est de dire qu'on est sentient à partir du moment où on a une perception subjective des choses, où on ressent les choses, où on peut les ressentir positivement, avec du plaisir, ou négativement, avec de la douleur. Et pourquoi est-ce que c'est fondamental ce critère-là de la sentience? Parce qu'en fait, à partir du moment où on est sentient, alors nécessairement on a des intérêts. Un caillou n'a pas d'intérêt en soi. Un caillou ne ressent pas, un caillou ne subit pas de la douleur, un caillou ne peut pas sentir du plaisir. À partir du moment où on sait qu'un être peut ressentir du plaisir ou de la douleur, alors nécessairement il a intérêt à ressentir davantage de plaisir, à ressentir moins de douleur. Et tout ça, ça vient d'un courant philosophique qui s'appelle l'utilitarisme, qui a été notamment utilisé par Bentham, avec l'idée d'arithmétique du plaisir et des peines, avec l'idée que ce qui est moral, c'est ce qui permet d'optimiser le bien-être, de minimiser la souffrance dans le monde.
Et c'est une notion fondamentale du coup concernant les animaux, parce que ça veut dire qu'à partir du moment où un être est sentient, il compte. Et je veux faire une petite expérience morale si vous voulez, après j'arrête, je sais que je répète un peu trop longuement, n'hésitez pas. Il y a un livre qui est fondamental dans la cause animale, qui est un livre de Peter Singer, qui est considéré comme le New York Times par un des philosophes les plus influents du XXIe siècle, qui a écrit en 1975 La libération animale. C'est notamment lui qui a vulgarisé les concepts d'antispécisme, etc., de sentience. Il fait une sorte pas de test, mais de vue de l'esprit. Imaginez que vous avez en face de vous deux humains. Un qui est très vieux, qui a 95 ans, qui est vraiment sa vie derrière lui, il a vécu beaucoup de choses, etc. Il a plus tellement, pas mal de ses amis sont morts. Et à côté, un autre humain qui a 15 ans, 20 ans, qui est très jeune, qui a la vie devant lui. Première question, si vous êtes obligé de tuer l'un de ces deux individus, ou de le laisser en vie, enfin, d'en tuer un et de laisser en vie l'autre, lequel vous tuez, lequel vous laissez en vie, en sachant qu'il n'y a pas de possibilité de dire je sauve le feu. Il faut vraiment se dire je suis obligé de choisir qui maintenir en vie, en sachant qu'on ne sait rien d'eux. On ne sait pas s'ils sont gentils, méchants, on sait juste ça. Avec un point de vue utilitariste, la réponse c'est de dire l'intérêt à vivre de la personne jeune, même si évidemment, il ne faut jamais se trouver dans ce contexte-là, mais l'intérêt à vivre est quand même supérieur. On peut se dire qu'il a déjà beaucoup plus d'années d'espérance de vie a priori potentielle devant lui, il a plus d'intérêt à être en vie que la personne qui a en bonne partie sa vie derrière lui. Mais, deuxième question que pose Peter Singer. Vous avez à nouveau ces deux individus devant vous, vieux, jeunes. Et là, la question, c'est plus qui mourir, qui tuer, enfin qui mourir, qui survit, mais vous devez forcément en faire souffrir terriblement l'un des deux. Qui vous choisissez? Là, on ne peut plus choisir. On peut, avec des critères objectifs, dire qu'un individu a davantage intérêt, même si évidemment c'est politiquement complexe là-dedans, mais on peut se dire a priori, on peut trouver des critères objectifs qui font qu'un individu a plus d'intérêt à vivre qu'un autre si on veut rentrer là-dedans. Mais dès qu'on rentre dans la question de la souffrance de la personne de 95 ans, elle va être absolument équivalente à la souffrance de la personne qui a 15 ans, 20 ans. Elle ne va pas être moins importante parce qu'il est plus vieux. Elle ne va pas être moins importante parce qu'une bonne partie de sa vie est derrière lui. Et donc l'idée fondamentale, c'est de dire que oui, on peut considérer pour plein de raisons que si on doit sauver, on a le choix entre sauver un bébé ou une souris, mais évidemment on va sauver le bébé, l'humain. Mais la souffrance que vit l'animal, à partir du moment où il est sentient, donc on sait qu'il peut éprouver de la souffrance, on le sait, il en éprouve de la même façon que les humains, la souffrance qu'il ressent, c'est la même chose que celle que ressent l'humain. Et là, il n'y a plus de raison de faire intervenir un critère d'espèce. Et c'est là où l'antispécisme est pertinent, c'est qu'il dit le fait de dire que c'est une autre espèce ne change rien au fait qu'elle souffre autant. De même que le fait qu'elle n'ait pas le même âge que vous ne change rien. Voilà. Super, c'est tout de suite plus clair, merci beaucoup. Avant de passer à la prochaine partie, est-ce que tu veux peut-être rajouter des éléments sur les revendications du parti animaliste et peut-être sur le futur de l'Institut de la condition animale? Je ne sais pas s'il y a plus de choses à dire. Oui, si vous voulez, je peux un peu vous parler de stratégie du parti animaliste, mais aussi. Si vous voulez, le parti animaliste, c'est un parti qui est quand même récent, qui date de 2016, et qui est quand même fondé sur l'idée que les politiques méprisent les animaux, y compris les partis écologistes. Donc ils ont un petit peu évolué depuis qu'on existe justement. Et que ce qu'on veut, c'est montrer aux partis de gauche comme aux partis de droite que mépriser les animaux, que jamais les prendre en compte dans les arbitrages, ça leur fait perdre des voix. Et c'est pour ça qu'on est transpartisan. Parce qu'en fait, on veut montrer aussi bien à la gauche qu'à la droite que ne pas voter pour les animaux, ça leur coûte 1%, 2%, 3%. On vote aussi des élections locales pour avoir des élus. Et on a des élus notamment dans deux grandes villes, dans plusieurs autres villes, mais deux grandes villes, c'est Grenoble et Montpellier. Où il y a un adjoint au maire à Grenoble, un adjoint au maire à Montpellier. Où là, il y a beaucoup de choses qui ont été faites pour que les menus soient végétariens à la cantine. Il y a un hôpital pour animaux sauvages qui a été fait à Montpellier. Il y a des pigeonniers contraceptifs qui ont été mis en place à Grenoble. Il y a la stérilisation des chats errants qui a été faite. Bref. L'idée fondamentale du parti animaliste, c'est d'essayer de faire en sorte, à la fois localement et nationalement, que les autres politiques, parce qu'ils comprennent surtout les voix qui perdent, intègrent dans leur programme les mesures pour eux.
et on essaye le plus possible d'avoir des mesures qui sont des mesures progressives. On n'est pas un parti abolitionniste. Alors, il y a des concepts dans la cause animale. Il y a le concept d'abolitionnisme révolutionnaire, d'abolitionnisme réformiste et de welfarisme. Donc, je développe beaucoup, vous inquiétez pas, il y aura beaucoup de l'écologie ensuite, hein, mais... L'abolitionnisme révolutionnaire, ça consiste à dire qu'il faut arrêter l'exploitation animale avec une révolution du jour au lendemain. L'abolitionnisme réformiste, c'est-à-dire qu'il faut le plus possible mettre en œuvre des réformes pour améliorer la condition des animaux, en ayant quand même pour objectif final le fait qu'on arrête de les exploiter en les faisant souffrir pour nos propres intérêts. Et le welfarisme, bien le welfare, bien-être en anglais, c'est l'idée que l'objectif final, c'est surtout de réduire la souffrance des animaux, pas nécessairement d'arrêter leur exploitation. Les mesures du parti animaliste sont des mesures qui ne sont pas abolitionnistes. C'est des mesures qui consistent à dire qu'il faut réduire l'élevage par 2, qu'il faut arrêter l'élevage intensif et consommer 2 fois moins de viande. Et il y a un certain nombre de mesures de ce type-là, aussi un certain nombre de liens avec la façon dont les humains sont traités. Voilà, c'est mon portable, je ne peux pas... non, ça c'est bon. Par exemple, j'avais fait des maraudes pour les sans-abri, il y a clairement un sujet pour les sans-abri qui ont animaux de compagnie. La plupart des foyers refusent ces animaux de compagnie. Ce qui fait que les SDF aujourd'hui doivent choisir entre aller au foyer et abandonner leurs chiens, souvent des chiens, ou rester à la rue avec leurs chiens. Les EHPAD, c'est pareil, il y a encore beaucoup d'EHPAD où les animaux sont interdits. Donc il y a énormément de sujets d'intrication sur la question de la violence, notamment, entre la violence que les humains subissent et la violence qu'on fait subir aux animaux. Est-ce que ça va? Ça marche? Plus de pied, peut-être? Merci. Ouais. Donc voilà, il y a un certain nombre de mesures du parti animaliste là-dedans, avec aussi l'idée d'avoir des mesures pro-environnement, mais beaucoup des mesures qui sont des mesures pro-animaux sont des mesures pro-environnement plus personnelles. Voilà. Et ensuite, la condition animale, en quelques mots, mais je ne vais pas prendre trop de temps. L'idée, c'est de faire des concours. Donc peut-être que vous serez au courant de prochains concours à venir, un peu sur le modèle du concours de plaidoirie. Par exemple, on va prochainement faire un hackathon sur les protéines végétales, probablement sur une école de commerce, avec l'idée que des petits groupes se constituent parmi les étudiants pour essayer d'inventer des dispositifs qui permettent de développer les protéines végétales, soit d'inventer de nouveaux produits, soit d'inventer de nouvelles façons de communiquer sur les produits, d'informer sur les produits, en partenariat avec des entreprises, à la fois des entreprises de l'alimentation végétale et des entreprises plus polyvalentes qui ont une branche végétale et qui ont une branche non végétale. Et donc ça a à la fois une fonction pro-animaux, parce que ça permet de réduire le nombre d'animaux tués, donc de réduire les cadences d'abattoirs, etc. Et puis évidemment, c'est favorable à l'environnement pour des raisons qu'on verra ensuite sur le coût environnemental de l'élevage. Justement, par rapport à tout ce que tu dis, on ressent que dans le discours écologiste, je ne parle pas forcément du parti politique, mais peut-être même nous, en plus, on n'entend pas beaucoup parler des animaux, ou en tant que bobo écolo, c'est peut-être pas notre priorité. Donc il y a peut-être une fracture entre écologistes et animalistes. Est-ce que tu peux nous dire comment les animalistes perçoivent les écolos, donc pas forcément seulement le parti politique, mais de manière générale ceux qui se revendiquent comme écolos? Alors, il me semble que du coup, bon, désolé, j'ai un petit peu mélangé, mais tu avais les deux questions. Tu avais comment les animalistes perçoivent les écolos et comment les écolos perçoivent les animalistes. Je pense que cette fois, je vais plutôt répondre à la deuxième en premier. Parce que clairement, a priori, quand on regarde les choses de loin, on peut se dire, et il y a pas mal de points, je vais réagir au propos que tu as eu au début, on pourrait a priori se dire que c'est un peu pareil, l'écologie et la cause animale, que c'est la défense de la nature, la défense de l'environnement. En réalité, le discours écologiste, et là je pense qu'il faut faire des distinctions, parce que c'est pas un monde uniforme l'écologie. Moi je ferai une distinction entre 3 éléments. L'écologie strictement scientifique, avec les recherches scientifiques sur ce qui est producteur ou pas de carbone, de trophisation, d'utilisation des terres, etc. L'écologie culturelle, avec un certain nombre de maisons d'édition, de penseurs, de podcasts, de façons d'utiliser des concepts écologiques dans la société. Et l'écologie politique, au sens de l'écologie, le parti politique, Europe Écologie Les Verts, ou la façon dont les autres partis se saisissent des problématiques écologistes. Dans ces 3 sous-divisions de l'écologie, la première, l'écologie scientifique, il n'y a pas vraiment de contradiction avec l'animalisme. Et je dirais que c'est une sorte d'autre dimension. L'animaliste va chercher un certain nombre d'écrits sur le fait que le fait d'être des animaux, c'est favorable à l'environnement.
Ensuite, sur l'écologie politique et l'écologie plus d'appropriation culturelle. Alors, l'écologie politique, les Verts, ils considèrent, à tort d'ailleurs, que juste on leur prend des voix. Voilà. Le parti animaliste, c'est simplement un parti qui prend des voix aux écologistes. Ce qui est faux. C'est-à-dire qu'il y a eu des études qui ont été faites sur ça. Le parti animaliste, en fait, la plupart des gens qui votent au parti animaliste ne sont pas d'anciens électeurs Europe Écologie Les Verts. Les électeurs Europe Écologie Les Verts, c'est davantage un électorat urbain et classe moyenne supérieure. Alors que l'électorat parti animaliste, c'est plutôt périurbain. Et c'est beaucoup aussi un vote de gens qui en ont un peu marre de la politique et qui veulent voter pour les animaux. C'est pas du tout le même électorat. Mais les écologistes politiques, assez largement, eux, leur discours, c'est de dire qu'on leur prend des voix et qu'on est un peu sur le même plan. Les écologistes culturels, ils vont avoir une conception, alors certains, évidemment, pas non plus tout mettre dans le panier, hein, mais de l'antispécisme surtout, comme une sorte de contestation de l'ordre naturel et des relations naturelles qu'eux prescrivent. Et notamment, ça c'est très intéressant, tout un arc de publications qui sont faites là-dessus, où l'écologie culturelle parle des animaux. Par exemple, Actes Sud a une publication, a une collection avec Monde Sauvage, avec dedans énormément de livres sur les ours, sur les tigres, sur les loups. Et notamment Baptiste Morisot, peut-être que vous connaissez, voilà, qui est un penseur écologiste, qui est un penseur du vivant, justement, est en fait très critique, lui, avec l'antispécisme, parce qu'il considère que l'antispécisme est une façon de sortir du milieu naturel, et ce qui permet en fait à l'homme d'être extraterrestre à son sort. C'est-à-dire que pour lui, ce qui est extraterrestre, c'est ce qui nous sort des relations terrestres. Il considère que l'élevage intensif est extraterrestre, puisqu'on n'est plus uniquement voilà, dans un rapport direct aux animaux, on ne les voit plus, ils sont enfermés, etc. Mais il considère aussi que l'antispécisme est extraterrestre, parce que en se plaçant dans une position où on ne veut plus manger les animaux, et où on dit qu'on ne veut plus participer à un système qui les exploite, on sort d'une logique où, en mangeant les animaux, on fait partie d'une sorte de même communauté avec eux. Et il y a cette idée-là chez Baptiste Morisot et chez pas mal d'écologistes, qu'avec strictement de l'animalisme, on sort d'une communauté du vivant. Voilà. Ça, c'est la façon dont certains écologistes considèrent l'antispécisme et l'animalisme. À cela, il y a une réponse de l'antispécisme à cette conception-là, qui consiste précisément à dire que... alors, plutôt, je vais faire une distinction qui est intéressante. Pour contredire l'idée qu'on sortirait du vivant en refusant de manger des animaux et donc en refusant ce côté animal qu'on pourra avoir à manger des animaux, de même comme des animaux. Une distinction importante, mais qui est sur le terrain moral. C'est de dire qu'il faut distinguer le fait d'être agent moral et le fait d'être patient moral. Ça a l'air un peu compliqué comme ça, mais en fait c'est très simple. Est patient moral tout être sur lequel la moralité a de l'influence. C'est-à-dire en gros, tous les êtres sentients sont des patients moraux. Un bébé humain, c'est un patient moral. Si on le frappe, il va souffrir, donc il faut être moral avec le bébé. Être agent moral, ça veut dire qu'on maîtrise les concepts moraux qui font qu'on doit avoir la responsabilité de l'action morale. Et donc on sait ce qui est bien et mal, et donc on a une responsabilité morale. Et là où il y a une contradiction avec une opposition avec ce que dit Morisot, avec certains penseurs de l'écologie, c'est le fait que on peut parfaitement nous considérer parfaitement comme des animaux. Et d'ailleurs, on est des animaux. Mais non seulement on est des patients moraux, mais on est aussi des agents moraux, comme d'ailleurs certaines espèces animales, mais plus réduites. Et à ce titre-là, on doit pleinement assumer nos capacités, qui sont aussi des capacités morales, pour agir en conséquence. Et d'où ça ne nous extrait pas du royaume du vivant. Il y a beaucoup d'autres, j'ai un petit peu développé, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. En fait, je réponds un peu aux deux questions directement dans cette partie. Un des problèmes dans la façon dont l'écologie culturelle parle des animaux, c'est que c'est toujours donc avec cette idée de vivant. Et c'est souvent certains animaux précis qui vont être valorisés. C'est très souvent les animaux qui vont être valorisés, quelques animaux sauvages.
qui sont souvent des animaux très beaux, très esthétiques, qui sont souvent des prédateurs. Ça va être les tigres, ça va être les ours polaires. Voilà. Les ours polaires, typiquement l'image, voilà. On veut défendre l'ours polaire, mais il n'y a pas beaucoup d'ours polaires. Enfin, c'est bien de défendre les ours polaires, hein. Mais je veux dire, quand on regarde la quantité de souffrance qui existe aujourd'hui chez les animaux dans le monde, c'est en fait très peu les ours polaires ou les loups. Il faut les défendre aussi. Mais c'est en fait surtout des animaux domestiques. C'est surtout des animaux d'élevage, c'est surtout des poissons, des tout petits poissons qui sont élevés dans des piscicultures en des quantités absolument énormes. Et donc déjà, il y a un focus qui est fait sur certains animaux, qui est une certaine forme d'élitisme des animaux. Avec l'idée qu'on va défendre les animaux seulement dans la mesure, une certaine forme d'écologie, seulement dans la mesure où ces animaux vont nous inspirer. Et où ces animaux nous évoquent quelque chose d'esthétique qui nous plaît. Alors qu'en fait, si on s'arrête strictement à défendre les intérêts des animaux et de tous les êtres qui sont sensibles et sentients, il y en a énormément d'autres. Et le problème avec le concept du vivant, c'est que c'est un concept qui crée de l'indifférenciation. Le vivant, c'est assez fou. Les champignons, c'est vivant. Les bactéries, c'est vivant. Les écosystèmes, c'est vivant. Les humains, c'est vivant. Les animaux, c'est vivant. Et en fait, en disant qu'on défend le vivant en général, on ne dit pas grand-chose. Et on ne dit pas surtout qui, dans cet ensemble, compte fondamentalement. C'est-à-dire les êtres qui sont sensibles, qui sont conscients, qui sont sentients. Et ça permet cette défense un peu globale des interactions du vivant, de la biodiversité en général, d'oublier les individus qui eux-mêmes ressentent la douleur, ressentent le plaisir, et donc peuvent énormément souffrir, même si on a respecté globalement la biodiversité. Et voilà, bon. Si vous voulez, je reviendrai ensuite au moment des questions, parce qu'il y a énormément de choses à dire là-dessus. Et voilà. Donc, du coup, comment dépasser cette fracture, essayer de faire front commun entre écolo et animalistes, et vraiment essayer de réconcilier les deux intérêts, qu'on soit une grande famille finalement. D'un point de vue strictement conceptuel, on peut parfaitement défendre une écologie qui ne serait plus biocentrée, c'est-à-dire fondée sur le vivant en général, défendre le vivant, mais sentiocentrée, c'est-à-dire fondée sur la défense des êtres sensibles et conscients. Et dans cette mesure, ça élargit considérablement ce que ça veut dire que l'environnement. Parce que l'environnement, bon, pour nous, quand on dit environnement, on pense à la terre, on pense au monde sauvage, etc. Pour un cochon, aujourd'hui, les cochons, 95% d'entre eux en France, hein, ils sont élevés dans des bâtiments, ils ne voient jamais la lumière du soleil, ils n'ont pas accès à la terre, ils sont tués quand ils ont 6 mois alors qu'ils peuvent vivre 15 ans. Sauf pour les truies reproductrices qui, elles, vivent quelques années, mais elles ne font que faire des petits porcelets qui eux-mêmes sont tués. Je donne quelques petits détails, mais c'est quasiment 20% le taux de déchets chez les porcelets. Ils n'ont même pas atteint l'âge de 6 mois, alors qu'ils ont 15 ans d'espérance de vie. À même pas 6 mois, il y en a déjà 20% d'entre eux qui sont morts avant d'aller à l'abattoir en France. Pour le cochon, qui donc perçoit son environnement, l'environnement, c'est l'usine dans laquelle il est. Pour lui, c'est ça l'environnement. Et donc, si on est dans une perspective centrocentrée et qu'on se dit on va défendre l'environnement, mais en réfléchissant sur qui sont les individus qui l'éprouvent, cet environnement, et en fait, il y a plein d'environnements artificiels. Donc en fait, l'environnement a une conception bien plus ouverte que la question du carbone, etc. Ensuite, il y a évidemment, et là, il y a beaucoup de choses à dire, tous les aspects de convergence factuelle sur le fait qu'en améliorant le sort des animaux, on améliore on agit contre le réchauffement climatique, contre le changement climatique, et vice-versa. Alors, je peux vous donner quelques chiffres si vous voulez. Un chiffre qui est très poignant, qui vient d'un rapport de Carbone 4, c'est sur les impacts individuels et les économies de production de carbone en fait ces impacts individuels. Le fait de manger local, si du jour au lendemain un Français moyen passe une alimentation totalement locale, il économise 0,2 tonnes de carbone par an. S'il arrête de prendre l'avion, il économise 0,3 tonnes de carbone par an. S'il mange végétarien, il économise 1,2 tonnes de carbone par an. C'est-à-dire qu'arrêter de manger les animaux, en termes simplement d'économie de production de CO2, c'est plus efficace, c'est 3 fois plus efficace qu'arrêter de prendre l'avion, et c'est 6 fois plus efficace que manger local.
Donc en termes de CO2, c'est extrêmement puissant de arrêter de consommer d'animaux, ou en tout cas d'en consommer moins. Il y a la question de l'usage des terres. L'usage des terres, aujourd'hui, 30% des terres émergées sur Terre, c'est pour l'élevage. C'est l'Amérique du Sud et l'Amérique du Nord, juste pour l'élevage. Voilà. Pourquoi? Parce que déjà, c'est des animaux en eux-mêmes, et dans certains cas, il y a de l'élevage extensif et donc du pâturage qui prend la place. C'est surtout les cultures qui servent ensuite à nourrir les animaux. Donc il y a énormément d'usage des terres qui est, qui est consacré à l'alimentation carnée et qu'on économise. Alors il me semble que j'ai vu un chiffre, c'était, voilà, quand on mange 100 grammes d'agneau, ça équivaut à 200 mètres carrés de terre utilisée. Alors que quand on mange la même quantité de tofu, par exemple, c'est 2 mètres carrés. Donc c'est divisé par 100. Donc c'est 100 fois moins de terre. Il y a la question du stress hydrique. Le fait que la consommation carnée est extrêmement productrice, consommatrice d'eau. Alors il y a un chiffre qu'on entend souvent qui est le fait qu'un steak, un kilogramme de steak, ça suppose 15 000 litres d'eau. Il y a des débats sur ce chiffre, parce qu'il y a différentes façons de compter la consommation d'eau. Ça reste quand même le chiffre utilisé par le Water Footprint Network. La filière de l'élevage a créé un chiffre concurrent, évidemment, dans lequel on ne prend pas en compte l'eau qui est intégrée par les pâturages, et dans laquelle on enlève de l'eau consommée, l'eau que les animaux urinent, par exemple, qui arrive plutôt autour de 1000 litres par kilogramme de steak, ce qui est quand même en fait largement plus que les autres, que les végétaux, c'est autour de 10 fois moins pour les végétaux. Évidemment, ça dépend, le chocolat c'est plus, c'est quand même beaucoup plus. L'élevage crée de l'eutrophisation. Il y a des eaux qui sont élevées, qui sont eutrophisées, donc il y a énormément de quantité d'oxygène qui est dans l'eau, il y a des apports qui diminuent la qualité de l'eau avec l'eutrophisation. Un élément aussi important qu'on entend souvent dans la défense de la filière de l'élevage, c'est l'idée que les pâturages, quand même, sont des zones qui sont des puits de carbone, qui permettent de garder le carbone. C'est souvent un argument qu'on entend. Et ça participe, et c'est aussi un peu un lien qu'on peut faire avec une certaine contestation de l'écologie politique, de cette idée qu'on entend beaucoup dans l'écologie politique, consiste à dire que le problème, c'est pas tellement de manger les animaux, ni même la quantité, c'est le fait que c'est de l'intensif alors qu'il faudrait de l'extensif. Ça, c'est en très large partie erroné. Si aujourd'hui on faisait pour la même quantité de l'extensif et pas de l'intensif, ce serait en fait beaucoup plus polluant. Parce qu'en fait, les pâturages prennent énormément de place. Et aujourd'hui, les pâturages, en fait, il y a un rapport de la Cour des comptes qui a été fait sur la rétention de carbone dans les pâturages. Et la Cour des comptes, c'est pas, voilà, c'est pas des médiano-bolcheviques. Rapport qui a été donné en 2023, dans lequel la Cour des comptes, voilà, dit que les pâturages captent entre 10 et 40%, donc on peut dire 25% du carbone émis. Autrement dit, l'élevage est net producteur de CO2. Et les prairies ne captent qu'une partie, qu'un quart du carbone produit. Et encore, les prairies peuvent être pleines de carbone. Elles peuvent, en un certain moment, elles ne captent plus de carbone, elles en captent de moins en moins. Il y a une évaluation qui a été faite, souvent, je ne sais pas si vous avez peut-être entendu ce chiffre, sur la production de CO2 qui est issue de l'élevage dans le monde. C'est un chiffre qui vient de la FAO, qui est évalué à peu près à 14,5%, le fait que la production de carbone dans le monde entier vient de l'élevage. En fait, ce chiffre est plutôt à la baisse. Et certaines études disent que ça peut être beaucoup plus, surtout si on prend en compte l'impact contrefactuel. C'est-à-dire le fait de savoir si on arrêtait l'élevage et qu'on faisait quelque chose d'autre à la place qui, lui, pourrait être davantage capteur de carbone et moins producteur de carbone, ça pourrait monter à beaucoup plus que ça si on avait un usage de ces terres sur les rangs sauvagés. La forêt, c'est bien plus capteur de carbone. On pourrait arriver plus autour de 40-50% de part du CO2 aujourd'hui qui vient de l'élevage. Voilà. Et donc, comment est-ce qu'on fait front commun? Eh bien, en arrêtant l'élevage intensif et industriel. Voilà. En diminuant
la consommation de viande qu'on a, voire en essayant de penser un modèle dans lequel on se dit est-ce que c'est vraiment si nécessaire que ça pour moi de fonder mon alimentation et mon mode de vie sur le fait qu'il y a des animaux qui à un moment dans la chaîne ont été mis à mort. Et voilà, c'est une façon de converger, mais une convergence d'écologie, de défense de l'environnement centrée sur la défense des êtres sentients et pas de la vie d'une façon un peu plus floue. Ok, très bien, bah, merci beaucoup. On est un peu en avance, tu as répondu à toutes mes questions. Est-ce que tu as des choses à rajouter, peut-être, avant qu'on passe aux questions de la salle? Il n'y avait pas toute une partie encore? Il y a une partie philosophie, morale. Ah oui, il y a des choses. qu'on va aborder, mais comme tu l'as un petit peu éparpillé, je ne sais pas si tu allais traiter avec cette partie, mais tu peux l'aborder. Donc, ma question sur la philosophie morale, c'est est-ce qu'on est vraiment supérieur aux animaux? Il y a quand même cette histoire qu'on a étudiée en cours, par exemple, où on est déconnecté de la nature. Est-ce qu'on est aussi déconnecté des animaux? Et en se reconnectant avec la nature, est-ce qu'on se reconnecterait avec les animaux? Alors, c'est intéressant comme question parce que je ne suis pas sûr que se connecter avec la nature soit nécessairement un objectif en soi. J'en suis pas sûr. Et ça peut justement être un thème de divergence. Je pense qu'il peut y avoir un intérêt personnel, d'ordre méditatif, d'ordre esthétique, d'ordre contemplatif, sur le mode de vie, en fait davantage en lien avec le milieu naturel. Mais ça ne veut pas nécessairement dire qu'on va améliorer la situation des animaux de se reconnecter avec la nature. Je pense que ce qu'il faut surtout, c'est voir comment ils sont traités. Et voir comment est-ce qu'on peut améliorer la façon dont ils sont traités, voire se demander si on ne peut pas arrêter de les exploiter et dans quel contexte on veut. Et essayer de mieux vivre nous, sans non plus tomber. Ça, il y a eu un livre très intéressant, un livre très fondateur aussi, qui s'appelle Zoopolis. C'est un livre de Kinlika Donaldson, qui est sorti en 2011, je crois, en 2011, qui partait du principe que le discours défendant la cause animale était trop trop prohibitif, c'était trop du discours de il faut arrêter ça, il faut arrêter ci, il faut arrêter de manger de la viande. C'était que de la soustraction. Et du coup, ils se sont demandé comment est-ce qu'on peut penser une société dans laquelle les animaux sont inclus. C'est-à-dire qu'on ne va pas juste arrêter de les exploiter, on va réfléchir quel modèle de société on peut penser où les animaux font partie de la cité, pas non plus forcément tant, mais ils sont là. On peut avoir un lien avec eux parce qu'effectivement c'est un lien qui nous apporte, mais c'est plus un lien d'exploitation. Et il y a beaucoup de concepts qui viennent de ce livre qui sont des concepts très intéressants, notamment le concept d'animal liminaire, qui est à la frontière entre animaux sauvages et animaux domestiques. Les animaux liminaires, c'est les animaux qui sont dans les villes, sont dans les lieux où on vit, et ne sont pas des animaux qu'on va domestiquer pour autant. C'est le cas des rats, c'est le cas des pigeons. Du coup, si tu peux savoir qu'est-ce qu'on fait quand il y a énormément de rats, voilà, j'étais éboueur, je sais ce que c'est que les rats à Paris, comment est-ce qu'on fait pour réguler leur population sans systématiquement les tuer, et en plus les tuer dans des façons qui les font agoniser. Donc, les pièges à rats, c'est des aliments qui peuvent les faire vomir pendant plus de 2 jours. C'est vraiment de la torture, littéralement, alors qu'en fait, on sait que le nombre de rats est directement lié à la quantité de nourriture qui est disponible. Et qu'en fait, en tuer ne va pas changer grand-chose à leur nom, mais il y a vraiment un commerce des tueurs de nuisibles, entre guillemets. C'est aussi le concept de nuisible, c'est un concept très intéressant, parce que je peux en dire 2 mots. Il y a évidemment, aujourd'hui, on dit plus nuisible, on dit espèce susceptible d'occasionner des dommages. Voilà, c'est des animaux pour lesquels, c'est des animaux sauvages, on peut tuer de la pire des façons possibles. Il n'y a rien qui est fait aujourd'hui légalement pour limiter même la cruauté dans la façon dont on peut tuer les espèces nuisibles. Il y a une idée philosophique intéressante, qui est, je crois, de Buffon, qui consistait à dire que les espèces nuisibles, on les appelle nuisibles parce que ce sont des concurrents à l'humain. Voilà. Et qu'en fait, elles veulent la même chose que nous. Donc voilà, Zoopolis, c'est vraiment un livre que je vous conseille, notamment la notion d'animaux liminaires. Et eux, ils réfléchissent sur le monde sauvage en essayant à chaque fois de prendre des concepts de la philosophie politique et de les appliquer sur la façon dont on traite les animaux. Et donc, par exemple, sur le monde sauvage, ils prennent le concept de souveraineté, en disant que les animaux strictement sauvages, ce qu'il faut appliquer à leur égard, c'est l'idée de préserver des zones, dans des pays, dans le monde, où il y a une souveraineté sauvage, et où c'est une sorte de principe de non-intervention. Et à l'inverse, pour les animaux domestiques, c'est-à-dire qu'ils sont dépendants de l'homme,
ils utilisent le concept de citoyenneté animale. Alors évidemment, ça ne veut pas dire donner le droit de vote aux cochons ou aux poules, ça n'a pas de sens. Mais ça veut dire réfléchir dans la façon dont on vit avec les animaux, comment est-ce qu'on prend en compte leur agentivité, c'est-à-dire l'expression de leurs préférences. Un certain nombre de courants philosophiques et de réflexion dans la cause animale qui sont des courants sur la question de l'agentivité. Et on sait notamment que dans les refuges, les animaux expriment des préférences. Ils préfèrent tel type de nourriture, ils préfèrent tel type d'environnement. Les poules, il y a un refuge où elles farment, où en fait les poules, on voit bien qu'elles aiment aller à des endroits différents, on peut leur proposer des nichoirs, des endroits différents en fonction de leurs préférences. Donc voilà, un certain nombre de pistes, on en parlera aussi pendant les questions, sur comment est-ce qu'on peut créer une société zoo-inclusive. C'est un concept aussi, c'est-à-dire où on peut vivre avec les animaux sans forcément chercher absolument à ce qu'il y ait le plus d'animaux possible, mais avec une altérité d'espèces. Voilà. Et il y a quand même un certain nombre de choses dont je voulais parler aussi sur les questions de la sensibilité de la conscience des animaux. J'ai beaucoup parlé du fait que ce qui compte fondamentalement, c'est la sentience. Et c'est notamment voilà, l'idée de l'utilitarisme de Bentham, qui a beaucoup été repris par Peter Singer. C'est-à-dire qu'à partir du moment où un être ressent de la souffrance ou de la peine, alors il a des intérêts. Alors, moralement, on doit les prendre en compte. Et alors, le fait qu'il souffre, sa souffrance ne vaut pas moins que la souffrance de quelqu'un d'autre. Il y a d'autres choses qu'on connaît sur les animaux qui vont bien au-delà de simplement leur capacité à souffrir. Ça ne devrait pas normalement être un critère de distinction morale, mais il n'empêche que ça a une influence même sur la proximité qu'on a avec eux. On sait, par exemple, on sait qu'un certain nombre d'animaux ont une conscience d'eux-mêmes. On sait qu'ils se reconnaissent dans le miroir. On sait que les cochons se reconnaissent dans le miroir. Il y a une espèce animale, on n'a pas parlé des poissons, c'est vrai que les poissons c'est quelque chose pourtant. Les poissons c'est partie des animaux qui sont les plus maltraités dans le monde. Il y a une petite espèce, toute petite, qui s'appelle le labre nettoyeur, un tout petit poisson bleu. On l'appelle le labre nettoyeur parce qu'en fait il va manger les peaux mortes des autres poissons. Il y a vraiment une acuité visuelle sur ça, sur trouver les petites taches d'autres poissons. Et il les grignote. C'est ça son mode de vie. Et ben on a fait le test du miroir avec ce poisson. Le test du miroir, c'est qu'en gros, on a mis sur lui, en plus il est très sensible, une marque que lui-même ne pouvait pas voir directement. Et on l'a mis face à un miroir. Et ben face au miroir, il se regarde, et ensuite il va se nettoyer sur le sol. C'est-à-dire qu'il a pris conscience que le reflet du miroir, c'était lui. Il y a beaucoup d'animaux comme ça dont on sait qu'ils ont conscience d'eux-mêmes avec ce test. Les poissons, on sait qu'ils éprouvent de la douleur. Il y a des tests qui ont été faits avec de l'acide qu'on met dans les lèvres des saumons. On les met dans une sorte de bassine, et on met un endroit de la bassine où il y a des analgésiques. Et ben, dès qu'on leur a mis de l'acide, ça fait la douleur, ils vont dans l'autre partie de la bassine où il y a des analgésiques pour que la douleur s'en aille. On voit qu'il y a une modification du comportement pour chercher à fuir la douleur. Donc il y a de la douleur. Il y a énormément de concepts qu'on a voulu, au cours de la philosophie morale occidentale, c'était des questions au début, on a voulu systématiquement chercher les propres de l'homme. À un moment, c'était la souffrance. Effectivement, Descartes disait que, et Malebranche surtout, que les animaux ne ressentaient pas. On sait aujourd'hui qu'ils ressentent. C'était même une déclaration des scientifiques de Cambridge de 2012 qui dit que les animaux sont sentients. Il y a d'autres choses qu'on sait qu'ils ont. Par exemple, de la morale. Alors moi, j'ai fait une distinction entre moralité, être sujet moral, donc ressentir la douleur, et agent moral, pouvoir faire des choix moraux. Il y a beaucoup d'animaux qui font des choix moraux. Évidemment, les singes, ça on sait. Mais par exemple, il y a des tests qui ont été faits avec les singes. On les met dans des cages, les uns à côté des autres. Enfin, deux singes, l'un à côté de l'autre. On leur donne de la nourriture, on leur donne des grappes de raisin. Et à un moment, quand l'un mange du raisin, l'autre est électrifié. Et ben, il arrête de manger et il ne mange plus du tout pendant plusieurs jours de suite, alors qu'il a le raisin en face de lui. Les rats, c'est pareil. Les rats, on a fait des tests avec eux, on les met dans des sortes de labyrinthes. Ils peuvent aller manger, ils peuvent aussi aller libérer leurs camarades. Ils font quasi, mais encore pas tous, c'est ça, parce qu'on voit des variations interindividuelles. Mais beaucoup d'entre eux font le choix d'aller d'abord sauver leurs camarades rats, avant d'aller manger à deux, du coup, la nourriture qui était disponible directement.
pour celui qui pouvait ne pas résoudre le piège. Donc en fait, quasiment tout ce qu'on a cherché comme propre de l'homme, la sensibilité, la conscience, même le langage. Alors je sais pas si on met une petite vidéo, mais certains animaux, alors évidemment, déjà certains animaux communiquent. On sait que les abeilles communiquent entre elles. Et même certains animaux ont le langage comme capacité d'abstraction. Il y a des animaux à qui on a réussi à apprendre le langage des signes. Coco le gorille, je ne sais pas si vous voyez. C'est une gorille donc qui avait un chat. Un chat dont la queue a été coupée, ce chat était très reconnaissable par rapport à ça, et qui parlait le langage des signes. Si vous voulez, il y a une vidéo sur internet, je ne sais pas si on peut la retrouver. Coco le gorille. Ouais, Coco le gorille. Ou il y a aussi une vidéo sur internet où on voit un cochon jouer à des jeux vidéo, et le cochon est meilleur que le chien. Encore plus saisissant sur ce moment-là où en fait on voit la personne dire au gorille que son chat est mort écrasé, donc lui dire en langage des signes, et Coco qui répond en faisant des signes et ensuite en criant. Ça on ne le voit pas, c'est dommage. Mais du coup on voit qu'elle a compris et ensuite la fin de l'histoire en fait Coco, tout le monde est ému par cette histoire et donc envoie à Coco des chats. Voilà. Et elle finit, au début elle les rejette tous, et elle finit par en adopter un autre, qui est assez proche du premier. Voilà. Et donc, je ne sais pas si je peux conclure. Pour conclure, donc, les animaux, il n'y a pas de propre de l'homme en soi. On a en revanche une responsabilité dans la mesure où on a à la fois les capacités économiques et organisationnelles et le fait qu'on est agent moral, qui fait qu'on doit prendre en compte les êtres sensibles et conscients. Parce que leur souffrance ne vaut pas moins qu'une autre souffrance. Et on peut le faire dans une perspective écologiste, à partir du moment où, justement, on essaye de sortir d'une certaine conception un petit peu distancée de la nature en général, qui permet de ne pas mettre en cause d'énormes comme des souffrances qu'il y a dans des choses qu'on dirait naturelles, et de défendre les individus, les animaux, à partir de ce qu'ils sont, c'est-à-dire des êtres qui peuvent ressentir la souffrance, qui peuvent ressentir le plaisir, et donc de défendre leur environnement, et l'environnement tel qu'il est chez nous. Voilà. Merci à vous. On va donc passer à la partie questions, commentaires de la salle. Et si vous avez des questions, commentaires, n'hésitez pas à lever la main, on essaiera de répondre à tous. On a 30 minutes maximum de salle de réunion. Répondre au premier rang avec les. Et si tu pourras répéter les questions, D'accord, oui. ce sera parfait. Oui, tu parles de l'élitisme au sein des animaux, et moi il y a un truc, quand on parle du parti animaliste, je pense aux affiches, et c'est toujours des chatons, des chats. Comment tu justifies cette campagne marketing qui, enfin, du coup, j'ai toujours associé ça à vraiment les gens fans de leur chat ou chien, et pas du tout, enfin, cette philosophie que tu as expliquée qui est beaucoup plus profonde et intéressante. Alors, c'est pas le cas. Aux européennes, c'était un chat. En 2022, c'était un petit caneton, notamment des élevages pour le foie gras. Maintenant, c'est vrai qu'il y a quand même assez souvent des chats et des chiens. Et pourquoi? Pour plusieurs raisons. Bon, évidemment, il y a une raison de communication. On ne va pas se mentir, clairement, c'est sûr qu'il y a aussi un effet marketing. Il y a vraiment des enjeux qui concernent les chats. C'est pas, je veux dire, il y a énormément de chats qui sont des chats errants, qui sont des chats abandonnés. Il y a des enjeux strictement pour la défense des chats qui sont absolument significatifs et qui doivent être pris en compte. Et surtout, et c'était ça qui était intéressant dans l'affiche qui était en 2024 pour les européennes, c'est que c'était un chat, alors c'était un chat sur un humain. C'est quelqu'un qui portait un chat. Parce que l'idée fondamentale de cette campagne-là précise, c'était de parler des connexions, notamment un enfant, de parler des connexions. Et les animaux de compagnie, c'est très révélateur sur la question de la violence dans les familles. Il y a un certain nombre d'études qui ont été faites qui montrent que les individus qui sont violents avec les animaux ont beaucoup de chances d'être violents avec les humains ensuite.
Le FBI, même dans les années 90, tenait des registres des violences faites contre animaux parce qu'il savait que ça pouvait ensuite donner des indices sur savoir qui se copinait, etc., ce genre de choses. Et il y a beaucoup de mesures dans le programme du Parti animaliste sur la question de l'éducation à l'éthique animale, à la sensibilité, au fait de respecter. Isabelle de Fontenay disait « L'animal, c'est le plus autrui des autrui. C'est un autrui qui ne représente pas de force. » Et du coup, les animaux au sein des familles, c'est très révélateur pour ça aussi. De quel est notre rapport à un être qui est un autrui, mais qui, pour une très large part, va recevoir ce qu'on lui fait, subir ce qu'on lui fait en Merci. La Ah oui, question pardon. La question était sur l'affiche du Parti animaliste, qui représente des animaux de compagnie comme les chiens et les chats. Joséphine. Alors moi, ma question, elle est un peu brute, et c'est pas le but. En gros, je comprends extrêmement bien la pertinence de l'animalisme, et notamment en tant que, par exemple, association ou vous en tant qu'institut. Là, je comprends la pertinence, ça peut être un lobby, c'est super. Par contre, en tant que parti, j'ai du mal à comprendre parce que pour moi, il y a tellement de causes qui sont louables et importantes. Je pense par exemple à l'antiracisme, lutte contre la xénophobie, LGBTQ+, tous ces trucs. Et c'est plein de sujets extrêmement importants, pas assez pris en compte, mais pourtant on n'en fait pas un parti. Et en fait, à mon sens, je me pose la question, surtout dans ces temps où il y a beaucoup de partis un peu autoritaires qui sont encore du pouvoir, je me dis toujours que ce type de parti, ça risque juste d'enlever des pourcentages de voix à des partis qui en auraient besoin en ces temps un peu difficiles. Du coup, c'est juste la pertinence de l'animaliste en tant que parti. Mais la cause est super. Alors, donc, c'est une question sur la pertinence d'un parti en tant que tel défendant les animaux de façon monothématique. Alors, j'ai fait une conférence spécialement là-dessus, qui est disponible sur YouTube, qui s'appelle Le transpartisanisme, la meilleure stratégie politique pour les animaux, pour l'interrogation. Il y a beaucoup d'éléments à prendre en compte. D'une part, sur le fait de savoir pourquoi les animaux et pas une autre cause, pourquoi est-ce que notre cause n'aurait pas leur propre parti. Sur cette question-là, il y a une différence fondamentale. C'est que les animaux, c'est pas un sujet, c'est une population qui n'est pas représentée. Et les autres partis, à chaque fois qu'ils ont la possibilité, ils peuvent de temps en temps dire on va un petit peu défendre les animaux, c'est toujours dissoudant. Dès qu'il y a le moindre arbitrage, ils mettent les animaux de côté. C'est pas. Alors évidemment, il y a plein de sujets importants, au sujet du chômage, c'est un sujet. Les animaux, c'est une population gigantesque qui n'a pas de représentation politique. Et donc, simplement par principe, ensuite je répondrai sur la stratégie, mais juste sur le principe, le fait qu'il y ait des gens qui disent on va porter leur voix parce qu'eux ne peuvent pas le faire, et qu'on sait très bien que les autres partis qui mélangent 500 sujets à la fois, ils le feront toujours passer en année, ça passera toujours à la trappe. C'est fondamental, sinon c'est toujours négligé. Toujours. Ensuite, je vais répondre sur deux éléments. L'aspect, comment est-ce qu'on sait que c'est efficace pour les animaux, et l'aspect risque autoritaire. Comment est-ce qu'on sait que c'est efficace pour les animaux? Beaucoup de raisons. Déjà, on a vu sur un certain nombre de choses que ça a marché, en fait, le Parti animaliste. Le Parti animaliste, déjà, vient d'autres exemples de votre pays. Il y a un parti animaliste aux Pays-Bas qui monte autour de 4%. Quand le Parti animaliste a été créé, c'était en 2016, la première élection où il a percé, c'était en 2019, en faisant plus de 2% européennes. Il y a eu dans la foulée une loi contre la maltraitance animale, qui a été portée notamment par Loïc Dombreval, et on sait des rapporteurs eux-mêmes de cette loi que c'était le sort du Parti animaliste qui s'avait poussé à faire ça. Tout ce qu'on arrive à faire à l'échelle locale, les élus locaux du Parti animaliste, ils font des choses qui ne seraient pas faites sans eux. Et ils les font aussi parce qu'ils apportent, ils disent, voilà, nous, on peut donner 2-3% à l'élection, on fait en sorte de... Du coup, vous avez plus de chances de gagner cette élection locale, et ensuite, on a un poste d'adjoint au maire ou de conseiller municipal pour la cause animale, et bien, ils font énormément de choses qui ne seraient pas faites s'ils n'étaient pas là, et on le voit, il y a des classements qui sont faits. L214 tient un site qui s'appelle Politique et Animaux, qui répertorie les différentes actions politiques des individus politiques, les actions animalistes des individus. Ils disent, voilà, tel politique a 16 sur 20 parce qu'il a fait ça. Et tient aussi un classement des villes, les villes qui en font plus pour les animaux. Les deux villes qui en font plus pour les animaux, comme par hasard, c'est les deux où il y a un adjoint au maire parti animaliste.
Et donc, il y a énormément d'intérêt au fait qu'il y ait une représentation politique des animaux et à ce qu'elle soit transpartisane. Sur la question du risque autoritaire, je pourrais développer encore plus, hein, je sais pas. Bon, ouais. Sur la question du risque autoritaire, c'est une question très intéressante. D'abord, je ne pense pas que le parti animaliste prenne des voix qui seraient allées dans des partis, de façon générale, luttant contre l'autoritarisme. Il y a eu beaucoup de recherches sur l'autoritarisme. Moi, je vous conseille notamment de Umberto Eco, Reconnaître le fascisme, qui, voilà, qui liste un certain nombre de caractéristiques du fascisme. On peut effectivement reconnaître aujourd'hui et puis pousser des partis autoritaires. Énormément de gens qui votent pour le RN, pour dire les choses clairement, sont des gens qui peuvent voter pour le parti animaliste. Et précisément quand ils le font, c'est beaucoup le cas. C'est beaucoup le cas. Justement, il y a une étude qui a été faite par la Fondation Jean Jaurès de 2019 qui montre non pas que les électeurs du parti animaliste sont des gens de droite radicale, c'est pas ça que ça montre. Ce que ça montre, c'est que c'est un même vivier de personnes qui sont des gens abandonnés, qui sont en classe périurbaine et qui ont envie d'avoir un vote qui est au moins en certains pourcentages contestataire. Au moins en certains pourcentages. Quand ils votent pour le parti animaliste, ils votent justement pour un parti de la compassion. Et c'est justement des voix qu'on veut aller chercher. Et quand ils votent pour le parti animaliste, ils ont une voix de compassion en sachant qu'ils votent aussi en disant on a un peu marre du système politique actuel, on a envie que ça change, et on a envie de voter pour la défendre les animaux où tout le monde se fout. Donc en termes de report de voix, c'est en fait beaucoup plus complexe que ça, et ça ne favorise pas vraiment les partis autoritaires, d'où ils viennent. Et ensuite, une question aussi intéressante, enfin, c'est aussi pour ça que je disais les différents éléments de Umberto Eco, le parti animaliste, c'est un parti qui est à la fois transpartisan et monothématique. Monothématique, donc qui défend les animaux, transpartisan, qui ne se revendique pas de gauche ou de droite. Je pense que ce positionnement-là est aussi un positionnement qui permet, dans le débat public, d'avoir une culture de la pluralité. De pouvoir, dans les discussions, s'opposer comme individu de négociation politique, où on dit on peut se mettre ensemble pour une cause, et ça fait partie des choses qui sont à l'inverse total de ce qu'Umberto Eco liste justement dans l'ère du fascisme, c'est-à-dire le refus de la pluralité. Voilà. Et je pense que c'est en faisant le pari de la pluralité, à la fois en acceptant qu'il y ait beaucoup de partis, c'est aussi la démocratie, et que ces partis eux-mêmes soient des partis qui refusent la binarisation et qui peuvent être transpartisans, qu'on produit aussi des discussions et des échanges qui sortent du cadre binaire et autoritaire où on veut toujours tout régler extrêmement simplement et en classifiant tout le monde. Oui. Vous avez dit que le parti animaliste n'est pas abolitionniste. En fait, j'ai du mal à comprendre comment un parti qui est antispéciste peut envisager la possibilité au moins ne pas avoir l'ambition d'ici 50 ans d'un monde où il y ait aucune exploitation animale, où les gens ne soient pas véganes, parce que si on pense que justement tous les animaux nous intéressent, aussi ils ont un intérêt à vivre. D'ici 50 ans, on devrait avoir ça comme ambition. C'est une question sur... Je vais aussi parler à quelqu'un sur le fait de savoir pourquoi est-ce que le parti animaliste n'est pas abolitionniste alors que pour défendre les animaux, il faudrait nécessairement l'être. En fait, au sein du parti animaliste, il y a des gens qui sont abolitionnistes, il y a des gens qui sont antispécistes. Mais il n'y a pas que des gens qui sont abolitionnistes, il n'y a pas que des gens qui sont antispécistes. En fait, et comme dans tous les partis, en fait, sont des conjonctions de différentes forces. Tout le monde au parti animaliste veut faire progresser la condition des animaux. Tout le monde veut ça. C'est pas l'unanimité, l'antispécisme n'est pas l'unanimité au sein du parti animaliste. Et tout le monde n'est même pas végétarien, pas végan, mais même pas végétarien. La plupart des gens qui dirigent le parti animaliste sont véganes, c'est mon cas à titre personnel, les membres du bureau le sont, mais c'est pas du tout absolu, et pour entrer au parti animaliste, c'est pas nécessaire d'être végétarien. Ce qui nous unit, c'est le fait de vouloir, c'est pour ça au début j'ai fait la distinction animalisme et antispécisme. Animalisme, c'est vouloir que la cause animale progresse de façon significative. On est animaliste. Et ensuite, donc déjà, c'est une première élément de réponse sur le fait sociologiquement que c'est pas une unanimité. L'unanimité, c'est sur un programme qui est
très clairement pro-animaux, mais qui n'est pas voilà, strictement abolitionniste. Un deuxième élément de réponse aussi, c'est stratégique. Ça sert à rien de vouloir quelque chose qui ne peut pas se produire dans une moyen terme. Ça a simplement pour effet de cliver les gens à qui on parle et même d'exclure des gens qui pourraient voter pour nous, alors qu'ils ne sont pas végétariens, ils sont pas végétariens, mais ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas possibles aux animaux. Et peut-être qu'ils ont envie que beaucoup de choses arrivent positivement pour les animaux, ils ont envie de l'exprimer par la bonne partie animaliste. Ils ne sont pas végétariens pour autant, et si on leur dit, bah oui, mais nous, excusez-nous, on n'accepte que des votes véganes, c'est une sorte de purisme qui, en fait, serait contre-performant. Nous, on est davantage dans l'optique de faire converger les bonnes volontés pour les animaux sans faire de la recherche de pureté militante, en essayant voilà, de faire en sorte d'avoir une stratégie progressive. Et aussi, le dernier élément que je peux dire pour vous répondre, nous, notre objectif, c'est que les autres partis politiques récupèrent nos idées. Comme on sait qu'on va pas faire 51% à un second tour d'élection présidentielle, ce qu'on veut, c'est que nos idées soient récupérées par les autres. Et donc, pour ça, il faut à la fois avoir des idées ambitieuses, pour que ça vaille le coup qu'elles soient récupérées, et en même temps, c'est comme une tête de train, que ce soit ambitieux. Il ne faut pas que ce soit trop loin non plus, parce que trop loin non plus, c'est immédiatement marginalisé. Donc, il faut trouver un équilibre là-dedans, dans quelque chose qui est faisable assez vite, qui est ambitieux, mais qui peut être récupéré. J'ai une question, j'ai regardé sur les formes d'élus à l'Assemblée nationale. Ça, vous avez un élu à l'Assemblée nationale. Comment est-ce qu'il va se positionner sur tous les sujets qui sont présentés? Parce que si c'est une thématique, même une abstention, ça compte. Vous me rappelez par exemple les repas du coup, ça se doit passer à une voix. Ce qu'il faut un peu mort pour dire. Enfin, c'est passé maintenant, mais ça finit. C'est passé. Comment est-ce que c'est celui qui est élu à l'Assemblée nationale, vous gérer jusqu'au niveau du vote? Je comprends bien que vous allez voir la question, mais jusqu'au niveau du vote. Une question sur le positionnement, si on a des élus dans des assemblées. Ça peut être l'Assemblée nationale, ça peut être le Parlement européen aussi. L'Assemblée nationale, c'est assez peu faisable qu'on ait des élus, en tout cas tant que ce n'est pas la proportionnelle, parce qu'on est un système majoritaire et qu'on ne fait pas d'alliance à l'échelle nationale. On fait des alliances localement, précisément parce qu'on peut rester transpartisan. Nationalement, on ne fait pas d'alliance, si on fait une alliance, parce qu'on peut être transpartisan. L'Assemblée nationale, il y a peu de chances qu'on ait des élus. Par contre, le Parlement européen, si on fait 5%, on en a. Et on est à 2, 2,5, donc c'est faisable. Comment est-ce qu'on se positionnerait de façon générale? C'est vraiment une bonne question. Il y a plein de façons possibles de réfléchir. Un élément fondamental qui est dans la conf que je fais, qui est disponible en ligne sur le transpartisanisme, c'est en fait d'essayer de voir, tout en restant transpartisan, comment est-ce qu'on peut penser une conception, une perspective animaliste sur le monde, qui permet d'avoir des positionnements sur les autres sujets. Pas forcément un positionnement partout, mais c'est clairement une réflexion à avoir, parce que il y a des études qui ont été faites là-dessus, des recherches qui comparent les différents partis animalistes en Europe notamment, et qui essaient de savoir comment est-ce qu'ils se positionnent. Il y en a quelques-uns qui sont 100% transpartisans, il y en a quelques-uns qui sont centre-gauche. Et en fait, on voit des lignes directrices qui ressortent des partis animalistes. C'est deux notamment. C'est l'idée d'intrication des violences. Donc, le fait qu'il faille défendre les animaux parce que c'est lié aux humains, parce que l'intrication des questions de santé et de violence, et la question de l'importance de la compassion. Ce qui ne veut pas nécessairement dire, ensuite, il y a différentes façons politiquement de matérialiser la compassion. Ça peut être par l'intervention de l'État, ça peut être par la charité privée, on peut être de droite ou de gauche par la matérialisation d'une notion de compassion importante. Mais enfin, déjà, un élément important, c'est de réfléchir sur un thème. Est-ce que ma perspective animaliste m'oriente sur un sujet ou sur un autre? Maintenant, je vais répondre hyper concrètement. Moi, si on est, admettons, je suis élu, parce que j'étais candidat pour les européennes. Voilà, donc j'étais 4e, donc il y avait une possibilité que je sois élu. Si on faisait 65%, j'étais élu. Déjà, je me serais évidemment positionné sur tous les sujets qui sont liés aux animaux. Et quand on est dans une assemblée, un travail de parlementaire, c'est pas à voter sur tout et n'importe quoi. Ça, c'est le niveau zéro du travail parlementaire. C'est travailler dans des commissions. Ça. Donc, en fait, c'est l'essentiel. C'est aller dans des commissions sur des sujets qui sont liés aux animaux et avancer là-dessus. Premier point. Ensuite, un sujet qui, a priori, n'a pas de lien avec les animaux, toujours trouver un lien. Et c'est toujours faisable. On avait dit, par exemple, pour la question des sans-abri, il y a un lien avec les animaux. La question de la santé, il y a plein avec les animaux. On a parlé des épidémies, une question épidémique extrêmement importante du l'élevage intensif. L'environnement, c'est le cas. L'éducation, c'est le cas. Le pouvoir d'achat, c'est le cas aussi.
sur la question de qu'est-ce qu'on fait, comment est-ce qu'on distribue les taux de TVA, est-ce qu'on a des taux de TVA plus faibles, par exemple sur les produits végétaux, comment est-ce qu'on encourage l'innovation et l'alternative à la viande. En fait, toutes les questions en lien avec les animaux, et du coup un positionnement animaliste, ce serait surtout d'apporter du contenu. Ce serait de dire, ok, vous voulez faire voter cette loi sur ce sujet, moi je vais intégrer un amendement dedans qui est favorable aux animaux pour telle ou telle façon. C'est pas juste se positionner sur tout et n'importe quoi, c'est apporter du contenu. Ce serait ça notre plus-value. Autre chose qu'on essaierait de faire, ce serait d'essayer de créer des coalitions. Et le fait justement qu'on soit transpartisan permet ça. Aujourd'hui, quand une idée vient de la gauche, la droite vote non. Quand une idée vient de la droite, la gauche vote non. Si on est transpartisan, on peut faire une proposition de loi et essayer de travailler avec des parlementaires de gauche comme de droite et avoir des majorités avec ça. C'est tout ce travail parlementaire-là beaucoup plus profond que juste se positionner un petit peu sur tout qu'on pourrait faire si on était élu. Et enfin, sur les questions de si vraiment on doit voter sur un sujet qui n'a strictement rien à voir avec la cause animale, il y a différentes façons. On n'a pas encore déterminé une ligne, parce que ça ne nous est pas encore arrivé. Une façon, ce serait de dire si vraiment c'est un sujet très important, très clivant, de s'abstenir. Voilà. Une autre façon, qui serait favorable à davantage de démocratie directe. Le programme du Parti animaliste, vous verrez, il y a pas mal d'aspects plus de démocratie directe. C'est un élément un petit peu extra-animaliste, même si c'est lié, parce qu'on fait le pari que si les gens ont davantage la possibilité de s'exprimer directement, la cause des animaux va s'améliorer, parce que les gens sont sensibles aux animaux, notamment on est favorable aux RIC. Un truc qu'on pourrait faire et que moi j'aurais fait si j'avais été élu, par exemple, si vraiment il y a un sujet tendu et où j'ai l'impression que les convictions animalistes ne peuvent pas me permettre de trancher et que ce serait trop contraire au transpartisanisme, mais qu'en même temps il vaut mieux voter, j'aurais traduit ça en démocratie directe, par exemple sur un site en disant « Pouvez-vous voter ?» et je voterai en fonction de ce que la majorité des gens va dire, en suivant l'expression populaire, pour que le député soit directement une expression exprimée par une consultation directe. Donc c'est différentes possibilités. Soit on vote en fonction du prisme animaliste, soit on s'abstient, soit on fait appel à la démocratie directe, mais ce n'est pas le plus important. Parce que le plus important, c'est comment est-ce qu'on travaille au quotidien pour faire intégrer dans les propositions de loi la défense des animaux. Oui, non, mais du coup, moi, ce sera juste un commentaire parce que il y a quelques dizaines d'années, pour prendre un parallèle avec votre combat et avec voilà, ce combat-là, typiquement, par exemple, la souffrance chez les enfants, en particulier chez les bébés, n'était absolument pas pris en compte par le corps médical. Un enfant ne souffrait pas. Il y a eu des générations et des générations de gamins qui se sont blessés, qui ont été accouchés sans anesthésie, et c'est somme toute quelque chose d'assez récent, la prise en compte de la souffrance, notamment chez les enfants. Et je ne veux pas donner l'impression d'être un bisounours moyen, etc., mais c'est un combat qui a quand même avancé, alors que pendant des années, des centaines de spécialistes, des professeurs de médecine disaient mais c'est pas la peine qu'on s'ennuie avec ça, ça n'existe pas. Et avec des prétendues preuves scientifiques du genre les connexions nerveuses n'étaient pas terminées, etc., etc. Donc il n'y avait aucun problème à faire en sorte qu'un enfant souffre. En plus, c'était pour son bien, d'accord, que pour sa santé. Et je fais un peu le parallèle avec ça parce que les choses ont changé. Aujourd'hui, on ne voit plus personne, en tout cas me semble-t-il, parmi les spécialistes de médecine qui pourraient prétendre un dixième de seconde que la souffrance d'un enfant n'existe pas. Et on peut espérer, alors je suis désolé, là, pour le coup, c'est vraiment bisounours, mais par rapport au combat de portée, que cette notion de souffrance animale, on pourrait imaginer aussi que, voilà, les choses finissent par se décoincer quand même le minimum, et comme on reconnaît aujourd'hui la souffrance des enfants, on puisse reconnaître à la fois ce que vous décrivez, c'est-à-dire qu'un animal, ça peut souffrir, voilà, etc., notamment, donc ça peut donc je suis quand même, je suis désolé, c'est peut-être là, je suis absolument persuadé que voilà, les choses peuvent s'arranger, mais je pense que quand on fait un parallèle entre ces deux types de choses, on peut espérer que, voilà, en tout cas, voilà, que les choses pourraient s'arranger. Moi, je suis aussi assez optimiste. Alors après, c'est sûr qu'il y a hélas des différences, et notamment une différence fondamentale, c'est qu'il y a énormément d'intérêts aujourd'hui. Oui, voilà. À la fois agro-industriel, mais aussi individuel, à ce que ça évolue pas trop. Et moi, j'ai remarqué dans mes
les échanges interindividuels aussi, qu'assez souvent, c'est parfois des gens qui en fait sont très sensibles aux animaux, qui sont extrêmement, au début en tout cas, opposés à la cause animale, et même à l'idée de végétalisme, surtout même. Ils sont extrêmement contrariés par ça. Et j'ai l'impression, justement, parce que comme ils sont sensibles aux animaux, ça fait tout de suite naître un sentiment de culpabilité qu'il faut tout de suite chasser. Voilà. Et la colère est une façon de chasser le sentiment de culpabilité qui vient quand on se dit, mais en fait, pourquoi est-ce que je les mange? Voilà. Et donc, il y a parfois des surréactions qui viennent de l'intérêt qu'on a à, voilà, à évoluer le moins possible et à garder voilà, un mode de vie qu'on juge satisfaisant parce qu'on a peur aussi de l'inconnu, de ce que ce serait de sortir de ça. Et je pense qu'une des façons aussi qui me rendrait optimiste sur l'évolution, c'est si progressivement les conditions matérielles font que c'est de plus en plus indifférent matériellement d'être animaliste ou pas et de pouvoir être cohérent dans le fait qu'on est sensible aux animaux, dans le fait de ne pas avoir un mode de consommation qui suppose leur élevage transrationnel et leur mise à mort. Et je pense que plus on arrive, c'est pour ça aussi que la question économique est super importante, je pense que surtout ce qu'il faut arriver à viser, c'est une sorte d'effet ciseau. Voilà. Entre le fait que de l'exploitation animale monte, ou économique, typiquement le fait d'avoir des mesures welfaristes, donc qui demandent une amélioration du bien des animaux, en fait ça augmente le coût de l'élevage. Aujourd'hui, j'en ai pas parlé, mais c'est hyper subventionné l'élevage. Les viandes, ça devrait coûter beaucoup, beaucoup plus cher que ce que ça coûte aujourd'hui. Faire augmenter le coût pour que ce soit le coût réel et faire baisser le coût des alternatives. De ce qu'on peut. Alors, ça peut être des alternatives strictement végétales qui sont très bien aussi, ça peut être des choses limites, ça peut être aussi ni l'un ni l'autre. Enfin, il y a énormément de choses, par exemple les algues. Enfin, si vous voulez, ça c'est un bon sujet aussi de quelles sont potentiellement les industries qui peuvent produire des biens substituables. Plus le coût de la transition est faible, moins il y a besoin individuellement de réprimer les sentiments de culpabilité qu'on a, parce qu'en fait, on peut évoluer à moindre coût. On va juste prendre une dernière question, et après c'est fini. Donc, notre place, c'est beaucoup parler. Donc... Après, si vous voulez, je peux répondre hyper vite. On reste 7 minutes. Ouais. Moi, c'est plus du coup une question pareil, un peu en lien avec le fait des plantes partisans. C'est sûr, comment on peut concilier dans les parties qui valorisent l'agriculture productiviste, la capitalisme, la possibilité ce type d'activité de l'abattoir, ce type de grande ferme chez les animaux. Et en même temps, de pouvoir s'appuyer à ce type de partie sur certains points, mais pas sur d'autres. Et en même temps, du coup, parce que, en fait, pour les citoyens, je peux dire, en fait, ils sont affiliés à ce type de parti. Donc, pleinement, ils ne vont pas être. Je dirais que c'est bien, mais voilà, c'est un peu un paradoxe que. Alors, on n'est pas affilié, justement, au parti. On est transpartisan dans la mesure où on ne se revendique pas d'un camp. Mais on ne fait que critiquer les partis. Je veux dire, on critique justement l'agriculture productiviste qui vient d'un camp ou de l'autre. Le côté transpartisan, c'est pas de dire on est et de gauche et de droite, c'est de dire c'est pas la question. Voilà. Et ensuite, alors je veux quand même juste répondre un tout petit peu, désolé, je prends un peu de temps, mais je pense que c'est une erreur de penser que le capitalisme, c'est l'alpha et l'oméga de l'ennemi de la cause animale. L'Union soviétique, Trotsky, avait réfléchi, avait anticipé l'élevage intensif. Et il voulait un élevage intensif, il imaginait un modèle collectiviste qui exploitait les animaux avec vraiment des usines à vaches. Trotsky a réfléchi des usines à vaches. On peut parfaitement imaginer des sociétés non capitalistes qui sont extrêmement, exploitantes pour les animaux. Le problème, c'est le spécisme. Et à l'inverse, on peut parfaitement imaginer aussi des entreprises qui sont strictement capitalistes, qui sont là que pour le profit, et qui en fait permettent de réduire l'exploitation animale. Demain, c'est des entreprises capitalistes qui produisent de la viande in vitro, qui font ça uniquement pour le profit, et qui font que cette viande in vitro a le même goût et coûte beaucoup moins cher que la viande classique, et ben ça va arrêter l'élevage intensif. Alors que les entreprises n'en ont rien à faire de ça. Elles vont simplement réduire. Donc en fait, le capitalisme, évidemment, c'est une question fondamentale, et les logiques capitalistes, c'est ça, c'est des logiques de productivisme, qui
qui ont conduit à ce niveau de maltraitant les animaux, mais il n'y a pas tout, le capitalisme n'englobe pas toute cette question, et pour terminer, pour répondre, et voilà, encore je renvoie à la conférence que j'ai faite, il y a des cohérences animalistes de gauche et de droite, qui sont différentes. Une cohérence animaliste de gauche, ça va consister à dire qu'il faut lutter contre les oppressions en général, et que les animaux sont des êtres extrêmement opprimés, et que donc dans la continuité de la lutte contre les oppressions, il faut intégrer la défense des animaux. Ça, c'est une cohérence animaliste de gauche, qui se tient. Il y a aussi des cohérences animalistes de droite. On peut imaginer une défense animaliste libérale. À partir du moment où on considère, ce qui est le cas, que les animaux sont des êtres sentients, donc des individus. C'est des individus qu'il faut défendre comme les autres. John Rawls écrit une théorie de la justice. Il parle de l'idée de voile d'ignorance. Il dit il faut penser aux choses qui font que une société sera juste. Je ne sais pas si vous connaissez, j'explique en 2 minutes si vous voulez. Qu'est-ce qui fait qu'une société va être juste? L'idée que dit John Rawls, c'est qu'il faut que tous les individus aient devant un voile d'ignorance. C'est-à-dire qu'ils ne savent pas, avant que la société naisse, qui ils vont être. Est-ce qu'ils vont être blancs, est-ce qu'ils vont être noirs, est-ce qu'ils vont être riches, pauvres, hommes, femmes? Ils ne savent pas. Et ils doivent, entre eux, mais ils ne savent pas qui ils seront, déterminer les règles qui font que la société sera la plus juste possible. Et John Rawls arrive à la conclusion que la société la plus juste possible, c'est une société dans laquelle il y a des inégalités, mais seulement dans la mesure où le moins favorisé est dans la meilleure situation. Les inégalités ne sont acceptables que si elles sont à la faveur du plus démuni. En gros, c'est ça la conclusion. Et bien, si dans ce voile d'ignorance, qui est une philosophie libérale de la justice, on considère que les animaux, ça fait partie des individus qu'on pourrait être avant que le voile soit levé, on peut avoir une conception libérale de l'animalisme. On peut aussi avoir une conception animaliste de droite, et même de droite conservatrice, avec l'idée que, et notamment il y a un texte j'ai oublié son nom, mais c'était un conseiller vraiment républicain, vraiment de droite, c'était un conseiller de Melania Trump, et il avait écrit le discours de Melania Trump, il avait écrit le discours de Sarah Palin, et il avait écrit un livre qui s'appelle La domination de l'homme, la souffrance des animaux. Et il dit, il faut défendre les animaux, non pas parce que ce sont nos égaux, qui n'est pas du tout dans une conception égalitariste et davantage de gauche. Il faut défendre les animaux, non pas parce que ce sont nos égaux, mais précisément parce qu'ils ne sont pas égaux à nous, et parce qu'ils sont à notre merci. Et c'est parce qu'ils sont à notre merci qu'on doit avoir de la compassion à leur égard, et qu'on est responsable d'eux. Et donc cette idée de la responsabilité individuelle non égalitariste, c'est une forme de cohérence animaliste de droite. C'est ça aussi que je suis en train de Voilà. Merci à tous, il est 19h. Peut-être que tu vas rester si jamais ils ont des questions, je ne sais pas. Je dois partir. Voilà, Je dois partir. Et merci également à l'équipe conférence, Bianca, Baki, Appel, et aussi Laure pour avoir amené ta classe. Merci.